Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikuba Radio-Télévision. Bienvenue exactement dans le débat qui est aujourd'hui centré sur deux thèmes. D'abord, la réunion de l'opposition qui a eu lieu à Lubumbashi exactement ce 14 avril. Cette réunion qui a réuni 4 leaders, 4 têtes d'affiche de l'opposition, notamment Augustin Matata, du LGD Moïse Katumbi, de l'Ensemble pour la République. On a noté aussi la présence de Martin Fayoulou du parti SID, mais aussi de Deli Sessanga de l'Envol. On va décrypter cette réunion de l'opposition avec une question en ligne de mire. Est-ce qu'on va assister à une candidature commune de l'opposition, ce qui va être une première en République démocratique du Congo? Les analystes sont là en place pour en débattre. Et en deuxième partie, nous allons parler de la visite d'Alain Berset. Alain Berset qui est le président de la Confédération helvétique, la Suisse, qui est en République démocratique du Congo depuis ce 13 avril. On va analyser sa visite. Est-ce une visite protocolaire ou il y a des retombées positives à attendre de cette visite officielle? Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Sylvain Kantolomba, professeur d'université, docteur en socio-critique, analyste politique aussi. Monsieur Sylvain Kantolomba, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, cher Léo. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore sur le grand plateau de cette question. Un plaisir surtout que notre dernière rencontre sur ces plateaux date d'il y a longtemps, M. Sylvain. Tout à fait, mais prise au piège des occupations officielles, des charges officielles d'université. Nous sommes là pour la formation de l'élite congolaise et également nous avons la charge, la responsabilité sociale telle qu'est dictée par la charte de Kampala sur les responsabilités sociales de professeurs et leurs libertés académiques. Bien entendu. Et donc c'est un grand plaisir de retrouver des respectueux compatriotes sur ce plateau, notamment Mzé Mlongoy et Augustin Chambouilly, que je retrouve sur le plateau de cette question. Dans un autre univers, merci bien. À côté de lui, Gustave Mulongoy. Gustave Mulongoy cumule plus de 20 ans d'analyse politique sur le plateau TV de Colosi. Merci d'être avec nous, monsieur Gustave Mulongoy, analyste indépendant des questions politiques. Merci, monsieur le journaliste, monsieur Le Paul. Je suis très heureux d'être aux côtés de mes co-débatteurs, surtout le professeur Sylvain. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas été ensemble pour partager, décrypter les sujets d'actualité pour le devenir de notre pays. Je lui dis bonjour. Je dis aussi bonjour à notre jeune frère, Augustin, justement, qui a toujours fait des analyses vraiment à la hauteur bien entendu. de sa appartenance au parti politique. Justement, Augustin. J'ai toujours admiré sa neutralité, même s'il appartient à cette grande formation politique. Il a aussi des interventions percutantes et qui font réfléchir la jeunesse d'aujourd'hui, qui est trop tendancieuse et parfois qui manque de pieds sur terre. En tout cas, je vous dis bonjour. Voilà, Augustin Chambouilly qui a la salutation de M. Gustave Mulongoy. Les débats s'annoncent bien. Augustin Chambouilly qui, on le rappelle, est porte-parole adjoint de l'UDPS, le parti présidentiel entre guillemets au niveau du Lualaba, dans la province du Lualaba. Soyez les bienvenus. Merci, cher ami. Merci à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs de la grande chaîne Mikuba. Je préfère bien appeler Papa Mulongoy comme papa. C'est notre doyen, c'est notre parent. Il nous a toujours donné des conseils d'aller dans l'objectivité. Oui. Je salue aussi la présence du professeur Sylvain Kantolomba, l'homme des universités. Dans cette même courtoisie, on lance ce débat en balayant l'actualité hebdomadaire. L'actualité hebdomadaire en République démocratique du Congo qui a été marquée par une intense activité au niveau du Parlement à l'Assemblée nationale où un député a pris le courage de proposer une proposition de loi bien entendu qui veut réglementer la consommation des animaux de compagnie, à l'exemple du chien et du chat. Il explique sa démarche par le fait que ces animaux sont en voie de distinction. Il veut donc interdire la consommation de pitbull, berger allemand et que sais-je encore. Cette question va être posée à Augustin Chambouilly qui va commenter brièvement cette initiative parlementaire. Merci beaucoup, cher ami journaliste. Je pense bien que la Constitution donne le devoir, le droit à un député de faire des propositions. Comme il est député, il est dans ses droits. Mais ce qui est plus important que nous rappelons ici à ce député-là, que non, chaque peuple a sa culture. Chaque peuple a ses nourritures liées à sa tradition. Aujourd'hui,
Chaque peuple, le peuple congolais ou J'ai dit chaque peuple a sa culture. Oui. Nous sommes, la République démocratique du Congo compte plus de 150 tribus, ou 450 tribus comme c'est une histoire pareille. Alors chaque peuple a sa culture. Aujourd'hui, initier une telle initiative, ça peut vraiment créer de la frustration. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, je parle de ma communauté. Moi, je suis ici de la communauté Grand Kassai. Depuis l'existence de cette communauté, nous avions toujours consommé la viande du chien et du chat. Et ce n'est pas du tabou, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est dans notre tradition. Oui. Je rappelle aussi à ce député-là que chaque loi a comme source la coutume. Même si la Constitution nous permet de circuler partout sur l'étendue du territoire national congolais, s'installer là où on veut, là où on veut, mais dans le respect de la loi, c'est-à-dire dans le respect des us et coutumes. C'est vrai, il y a de nos compatriotes qui en abusent trop. Et une fois, tu es dans même de la consommation publique, sur la place publique. J'y arrive, tu es dans l'espace hors Grand Kassai, tu te retrouves au Bandundu, au Grand Kivu, Grand Katanga. On ne refuse pas de consommer la viande du chien et du chat. Tu dois la consommer, chers frères et sœurs kassaïens, dans ta propre parcelle, dans ta propre, dans ta propre maison, pour ne pas vexer les us et coutumes des autochtones. Mais il y a aussi de la complaisance des autorités de l'espace Grand Katanga. Ils ont peur de sanctionner ces inciviques qui consomment la viande sur leur place publique parce que le président est de cette communauté. Or, quand le président est arrivé, il a dit qu'il n'appartient pas à cette communauté, il appartient à tout le peuple congolais. Donc ici, les autorités de l'espace Grand Katanga doivent cesser de la complaisance. Et aussi, pour chuter, cher ami, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a des pressions urgentes et imminentes. Voilà la qualité des députés que nous avons, qui sont dans des initiatives populistes et des spectacles. L'autre a déposé la loi sur, je ne sais pas, la congolité, c'est la loi Tchani. Celui-ci vient avec la proposition sur la consommation des chiens. Est-ce que le Congo a-t-il besoin vraiment de ce genre d'initiative? S'il aimait le Congo, pourquoi l'initier des lois sur la réduction des 13 défis des institutions, notamment la baisse de l'émolument des députés nationaux? Donc aujourd'hui, la population doit comprendre que le 20 décembre de cette année, il faut voter utile. Voter utile, c'est voter des députés. Merci, on va vous redonner la parole. Mais à ce qui nous concerne, nous, la communauté kassaïenne, nous consommerons cette viande des chiens et des chats jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Même sur la place publique. Si je me retrouve dans l'espace Grand Katanga, je dois le faire dans le respect des us et coutumes des autochtones. Merci bien. On donne la parole à Gustave Mulongoy qui va commenter la présence du Lualaba. Le Lualaba qui a été représenté par la gouverneure intérimaire au Parlement européen. On va parler plutôt de retombées. En fait, elle a participé, elle est partie au Parlement européen à Bruxelles. Gustave Mulongoy, est-ce que le Lualaba peut s'attendre à quelque chose de positif après ce passage? Une bonne question. Si tu permets, Nefus, que pour une seconde, que je place un peu le mot par rapport à cette initiative de la consommation de vin. Je pense que c'est quand même intéressant. Moi, je dis que nous avons toujours dit qu'il faut voter utile. Je crois que la faute incombe aussi à la population qui ne sait pas comment voter. Parce que nous envoyons au Parlement des personnes qui ne méritent pas d'y être. Parce qu'un député qui n'a plus rien à faire, il servait au petit matin, il prend une initiative comme celle-là. Moi, je crois que quand bien même la Constitution donne cette initiative à toute personne qui veut agir ou faire une proposition dans un sens comme dans un autre, mais je pense qu'il faut pas quand même distraire la population. Moi, je trouve ça comme une distraction parce que présentement, il n'y a pas que la politique. Parce que présentement, le pays est confronté à des problèmes très sérieux auxquels il faut peut-être avoir même de l'insomnie à la recherche des pistes de solutions. Ce n'est pas l'extinction de chiens qui peut faire rêver les gens parce que ce chien-là n'est pas consommé à travers toute la République. C'est comme l'a dit Guy Chambouy, peut-être une communauté qui la consomme, mais peut-être quand elle se retrouve en dehors de sa province, peut-être elle ne la consomme même pas. Donc je ne vois pas vraiment l'extinction de cette espèce. Et puis cette loi, cette proposition n'a même pas une portée nationale. C'est vraiment... Donc je dis que non, il faut envoyer au Parlement de personnes qui réfléchissent et qui peuvent mettre le Congo sur la bonne voie. Donc revenons à la question que vous venez de poser en ce qui concerne le Lualaba qui a été
On a vu Mme Fifi Masuka au Parlement européen. Oui, je crois que c'est quand même une bonne publicité, propagande politique, parce que en Europe, là-bas, il y en a qui ne connaissent pas d'où vient le cuivre, le cobalt, le lithium, tout ça. Ce serait quand même une occasion pour informer tout ce monde-là qui est dans l'ignorance, de connaître quand même que en Afrique... Pour apporter de l'eau à votre moulin, Bruxelles, c'est le haut lieu de la politique. Des institutions européennes. Justement, oui. Voilà, donc c'est une occasion que le Lualaba soit connu à travers le monde, à travers les grands pays du monde, qu'on sache que là où provient le cobalt, provient le cuivre, etc., c'est à tel lieu en Afrique, au Congo, mais au Lualaba. Donc le Lualaba est à l'honneur, n'est-ce pas? Une occasion maintenant que les retombées, c'est pour que ces gens-là, une fois ils arrivent quand même au chef-lieu, qu'ils arrivent au chef-lieu du Lualaba, c'est Kolwezi, qu'on sente comme réellement que c'est le Lualaba, là où sort le cobalt, là où sort le cuivre. C'est ça l'important. Oui. C'est ça l'important. Il ne faudrait pas que ces gens-là soient dépaysés, qu'il n'y ait pas vraiment de corrélation entre là où sort le cobalt et ce que nous vivons. C'est là que l'on vient prendre la matière pour fabriquer les batteries électriques. Donc il faudra vite que le Kolwezi soit véritablement le miroir. Le miroir du Lualaba, le miroir de la République démocratique. Je me rappelle, à l'époque, un politicien disait que celui qui gouverne le Congo, et s'il n'a pas le Katanga, grand espace, il ne gouverne pas. Or, c'est en rapport surtout, et politiquement et économiquement. Et or, économiquement, le poumon, on disait c'est le Katanga, mais le poumon actuellement, c'est le Lualaba aussi. Donc, celui qui a le Lualaba, il a le pouvoir en main. Merci bien. Par conséquent, le Lualaba doit être vraiment un véritable miroir. Voilà, le Lualaba doit être un véritable miroir. Il a raison, Gustave Mulongoy, de penser ainsi. La question au professeur Sylvain Kantolomba sur la présence, ça va être le sujet le thème de notre débat, le deuxième justement. Le président suisse, Alain Berset, qui vient après. On sait que le pape est venu en RDC, on sait que Emmanuel Macron est venu en RDC. Maintenant, on sait aussi que le roi Philippe de Belge est venu en RDC. Maintenant, il y a le président de Suisse, le président de la Confédération helvétique qui vient en RDC. Est-ce que c'est le protocole seulement, une visite protocolaire où il y a de retombées à attendre de cette énième visite d'une personnalité de rang mondial? Cher Léopold, vous devez retenir que quand il y a balai diplomatique de haut niveau, il ne manque jamais de retombées. Et donc, la République démocratique du Congo aujourd'hui se situe au cœur des enjeux économiques mondiaux et que toutes les grandes puissances viennent pratiquement nous baiser à la main afin de tenter d'arracher ces QLL. Mais il nous revient, nous, en tant que RDC, de prendre conscience de notre position par rapport aux enjeux de l'heure et tenter de tirer l'épingle du jeu. Parce qu'il ne faudra pas que la République démocratique du Congo puisse continuer à servir de terrain de chasse et qu'après avoir tué les gibiers, on repart avec ces gibiers, on ne laisse rien à ces terrains-là. Mais nous, en tant que RDC, appelé aujourd'hui même le pays solution, le coffre-fort du monde, nous devons comprendre que nous n'avons plus du temps à perdre parce qu'il nous faut repartir sur une autre manière de négocier parce que nous, en tant que RDC, en ayant tout ce que nous avons comme potentialité, nous devons négocier en position de force et non en position de faiblesse. Mais il est vrai que la gouvernance telle qu'elle a évolué jusqu'ici a placé notre pays dans une position un peu fragile et qu'à un certain moment, nous oublions que nous sommes un pays solution, nous sommes une nation qui doit aussi donner le temps à l'évolution du monde. Merci. Par rapport à ce que nous détenons. Et donc, cette visite du président suisse, elle est la bienvenue, d'autant plus que je le vis arriver même à l'est de notre pays, là où il y a la guerre. Et donc, nous espérons que cela puisse produire des retombées, mais tout dépend de l'attitude des Congolais ou de l'attitude des dirigeants congolais face à une rencontre de haut niveau, face
à une diplomatie qui doit être une diplomatie bénéfique pour notre nation. Merci bien, Gustave Molongoy. Ils sont 4, un quatuor de l'opposition politique congolaise qui réunit Moïse Katumbi, Deli Sesanga, Augustin Matata et Martin Fayoulou. Ils ont quelque chose en commun, c'est peut-être le fait qu'ils en ont marre de la gestion du régime Félix Tshisekedi. Ils ont formulé une série d'exigences. On va parler de ce conclave qui a eu lieu ce 14 avril à Lubumbashi. La question va retourner à monsieur le professeur Sylvain Kantolomba. Déjà, réussir à se mettre ensemble, on sait les égos qui existent dans les milieux, dans l'univers politique congolais, le fait de se mettre ensemble pour émettre ne serait-ce qu'un communiqué conjoint, c'est déjà un effort à saluer. Tout à fait. Pour notre jeune démocratie, si les acteurs politiques doivent apprendre à se retrouver ensemble, cela est une bonne chose. Parce qu'il faut comprendre que l'opposition dans toute démocratie constitue pratiquement le contre-pouvoir, hein, constitue l'équilibre pour le pouvoir. Parce que si nous avons uniquement le pouvoir, donc le régime en place, sans opposition, alors ça sera un pouvoir non-sens quand on parle d'un régime démocratique. Et vous allez remarquer que nous venons d'une situation dans laquelle, d'abord, quand vous regardez le macrocosme politique de notre pays, vous allez vous rendre compte qu'on a des milliers de partis politiques, plus de 700 partis politiques dans notre pays. Et ces 700 partis politiques ont pratiquement cristallisé ce que l'on appelle les rois télé. Chacun s'est fait roi dans son petit coin parce qu'il est chef de parti. Et du coup, notre société a du mal à décoller, à définir logiquement quelle est la politique que nous sommes en train de définir. Parce que la politique doit être cette politique de grands ensembles. C'est ainsi que j'ai toujours clamé pour la réduction de partis en le regroupant selon parce que certains ont même des idéologies qui s'enchevêtrent, en fait. Un parti socialiste du pouvoir et un autre de l'opposition. C'est du copier-coller, en tout cas, hein, quand vous lisez les statuts. Voilà pourquoi je plaide souvent pour que l'on puisse regrouper finalement les partis en tendance ou en grand courant politique. Parce que si vous avez les fédéralistes, on le met dans un groupe. Vous avez les socialistes, on le met dans un groupe, les unitaristes, ou le parti chrétien, n'est-ce pas, qui se revendique, oui, à l'idéologie chrétienne, on le regroupe. Si nous pouvons avoir 10 formations politiques, cela va permettre une émergence d'une classe politique digne, et non d'une classe politique qui est dans la végétation. Et là, ce n'est pas une très bonne chose. Et donc, s'ils se retrouvent, c'est déjà bien, parce que ça ne sert à rien de nous retrouver avec une multitude de candidats et des candidats obsolètes. Si le candidat président aux élections qui s'annoncent se retrouve, c'est une très bonne chose. Ils peuvent réduire les angles en privilégiant l'intérêt commun qui est la République démocratique du Congo. S'ils sortent un candidat commun, ça va être l'objet du débat. Oui, cela va également permettre à ce que le jeu politique puisse se jouer correctement et de manière équilibrée. Voilà, Gustave Molongoy, quel commentaire avez-vous par rapport à ce qui se passait à Lubumbashi? Je sais que ça ne sera pas une grande première, hein, pour qu'on dise que c'est un grand événement, parce que depuis des longues années, je vois ici la période de Mobutu était à grand pouvoir, l'union sacrée à l'époque, il y avait déjà une union sacrée avec Lenguza Carly-Bond, avec Tshisekedi Wamulumba, le père biologique du président actuel. Et ils avaient formé aussi une union sacrée qui avait bougé, secoué le régime Mobutu. Mais Mobutu étant félin aussi, il a dû faire sauter en éclat cette union sacrée. Et ça a évolué. Il y a eu aussi l'FCC, c'est aussi une forme de coalition qu'on peut comparer à l'union sacrée. Et il y a eu aussi la Genève, c'est aussi une sorte d'union sacrée. Mais donc chaque fois, il y a les opposants. Coalition quand on est au pouvoir que quand on est dans l'opposition. Ce sont les opposants qui forment cette coalition-là. Mais ici, on a vu l'union sacrée alors qu'ils ont déjà le pouvoir. Mais ce que l'on peut dire est qu'il y en a qui cherchent à conserver le pouvoir, c'est ceux-là qui l'ont déjà entre leurs mains, et il y en a ceux-là qui veulent maintenant le conquérir, c'est l'opposition. Donc l'objectif de ceux-là qui se sont réunis
hier, qui ont sorti même leur communiqué conjoint, c'est l'objectif de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Donc on est en face de ces contrepoids, comme l'a dit le professeur. Donc c'est tout à fait normal, c'est un exercice démocratique. Nous espérons que cela ne va pas sauter en éclat, ça va continuer, mais... Parce que, Gustave Bolongo, il y a des égos à gérer entre les 4 membres, les 4 signataires de ce communiqué final. Mais les exemples que nous avons encore fraîchement en tête, c'est ce qu'ils nous font dire, ils nous font croire peut-être que, est-ce que réellement ils vont continuer ensemble ou bien ça va éclater avant le jour J? Parce que Genève est encore frais en mémoire. L'opposition était tellement forte que le régime finissant de M. Kabila avait été secoué, n'est-ce pas? Mais en dernière minute, vous avez vu comment les choses se sont terminées et l'opposition a éclaté. Est-ce que cela ne donne pas matière à réflexion à nos 4 amis leaders qui se sont réunis pour pouvoir cette fois-ci arriver donner les bons résultats à la population? Nous espérons, je pense que la matière, enfin l'exemple, ce qu'ils ont vécu à Genève est encore frais, mais... Ça va servir d'exemple aussi. Pardon? Ça va servir d'exemple. Ça va servir d'exemple pour leur permettre de mettre des garde-fous pour qu'il ne puisse pas y avoir de trahison. Merci. Parce que ce qu'on a vécu, c'est quand même des spectacles désolants. Les Congolais ne respectant pas leurs paroles données, la transhumance étant, cela fait que on n'a pas vraiment des hommes d'État au pays, nous avons seulement des politiciens. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça sera une bonne coalition, une bonne opposition pour pouvoir arracher le pouvoir? Attendons voir. Le temps va nous donner la réponse. Augustin Chambouilly, en termes de poids, est-ce qu'on peut, à combien peut-on estimer le poids de cette coalition? On sait qu'il y a Moïse Katumbi qui est un leader non négligeable dans l'espace de l'ex-Katanga. On sait qu'il y a Denis Sessanga qui a quand même aussi un mot à dire dans l'espace ex-Kasaï. On sait qu'il y a Matata Pogno qui est un leader d'opinion du côté du Maniema dans l'est de la RDC. Disons toute cette zone swahiliphone. Il y a aussi Martin Fayoulou qui n'est pas à négliger aujourd'hui dans la capitale Kinshasa et dans l'ex-Bandundu. Est-ce qu'il y a de quoi avoir peur pour les membres du pouvoir que vous êtes? Non, cher ami. J'aimerais que vous utilisez bien le terme. Oui. Nous sommes en politique. Nous avons milité pendant 37 ans. Nous avons compati à des différentes séances électorales. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu peur de n'importe quel adversaire. D'abord, sur ces 4 personnes, je vous prie un peu d'écarter Sessanga. Parce que Sessanga, à l'issue du fiasco qu'il y a eu à Genève, son regroupement politique avec son leader à l'époque, Moïse Katumbi, avait opté pour le candidat Fayoulou. Mais Sessanga s'est retrouvé dans les difficultés d'aller battre la campagne au Kasaï, précisément dans le territoire de Luisa, avec son candidat Fayoulou. Luisa qui est discuté aujourd'hui. Il était obligé de rallier les camps de Félix Tshisekedi pour arracher un mandat électif. Donc, je serais mieux qu'on parle même de 3 candidats là, pour ça pourra mieux. Il a une dette morale. Je pense que ici, comme l'a dit le déco-débatteur, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas la première fois. Ils ont évoqué l'Union sacrée, temps de Mobutu, ils ont parlé Genève, ils ont parlé même Genval aussi. C'est tout à fait normal que les compatriotes de l'opposition s'organisent à leur niveau pour parler sur des questions de la République. Il n'y a pas peur, vous avez vu l'Union sacrée. D'abord, le gouvernement Samuel Kondé est sorti avec la présence de certaines figures emblématiques du pays, notamment Jean-Pierre Mbemba et Vital Kamerhe. La clameur publique ou bien l'opinion publique, c'était pour une surprise. Quelques jours après, vous avez vu la charte, on a formalisé l'Union sacrée qui était une plateforme informelle à une plateforme formelle, donc une plateforme qui devient politique et électorale. Donc c'est du sérieux. Les compatriotes ont compris que le cap des élections est déjà bien tracé. Alors on doit s'organiser. Mais nous devons quand même essayer un peu de jeter un coup d'œil sur leurs réclamations et leurs exigences. Oui. Ils parlent aujourd'hui de recomposer la CENI et la Cour constitutionnelle. Ils parlent aujourd'hui de revoir la loi électorale. Dans combien de temps? S'ils parlent aussi des institutions illégitimes, M. Moïse Katumbi, sur le plateau de ses partenaires France 24, il a bien dit que avec les animateurs
de la CENI actuelle ou bien de la Cour constitutionnelle, nous irons aux élections, même si on ne donne pas une carte blanche. Mais qu'est-ce qui signifie vraiment ce revirement de sa position? Parce qu'il y a aussi le glissement qui se pointe à l'horizon. Non, les amis étaient dans l'optique que le régime actuel, ils soupçonnaient le régime Tshisekedi de vouloir négocier pour un glissement et ne se préparaient pas pour les élections. Regardez même sur terrain. Et sur terrain, donc ils étaient dans l'optique de glissement. Avec les deux signaux forts, la sortie du gouvernement Samalukonde 2, la restructuration de l'Union sacrée, donc la classe politique du côté de l'opposition s'est retrouvée que nous sommes en retard. Il est grand temps que nous puissions nous positionner. Aujourd'hui, nous parlons des récompositions de la CENI. La récomposition de la Cour constitutionnelle, ça va nous prendre du temps. Ils sont dans la stratégie d'obtenir le glissement. C'est pourquoi si le régime accepter leurs exigences, ça va demander du temps et l'État la voit impacter sur la date du délai inconstitutionnel de respecter, de glisser. Or, ce qui n'est pas le cas parce que le président a prêté serment pour un mandat de 5 ans, nous devons respecter le délai constitutionnel. On va vous redonner la parole. Mais le professeur Sylvain Kantolomba, il y a des choses qu'il réclame qui sont assez factuelles. On sait aujourd'hui que la vie coûte cher en République démocratique du Congo. Quand il parle de l'équateur de l'opposition politique congolaise, quand il parle par exemple de la recomposition de la CENI, aujourd'hui matériellement, combien de temps ça peut nous prendre de recomposer la CENI et même la Cour constitutionnelle? Est-ce que cela ne va pas nous mener vers un glissement? Le problème ici, opposition, régime en place, il faut toujours tenir compte aussi de ce qui est rationnel dans la position des uns et des autres. Parce que la CENI, comme institution indépendante, institution d'appui à la démocratie, ne doit pas être prise comme une institution appartenant au régime. Parce que si le régime se met chaque fois à défendre la CENI, eh bien, les autres auront effectivement l'impression que la CENI est au service. Quand on parle, parce que j'ai vu dans leur communiqué, ils parlent notamment de la désignation consensuelle. Et ça, c'est un point très important. Vous le savez bien qu'une élection en soi, moi je considère ça comme une compétition, un match de football, et que l'arbitre doit mettre tout le monde en confiance. Et donc, si les autres estiment, avec des raisons gardées, que la désignation des animateurs de cette CENI n'est pas consensuelle, il n'est pas mauvais que la classe politique se retrouve. Mais en termes de délai, moi j'ai toujours dit tout est question de volonté. Hein? Les délais, si vous voulez faire quelque chose dans un mois, vous pouvez le faire. Mais la scène politique congolaise, finalement, c'est une scène multifacette, hein, parce qu'ils peuvent vous prendre comme ça 6 mois en train de discuter d'une question dont la réponse est devant leurs yeux. Et donc, il faut une volonté pour cela. Il parle de la révision de la loi électorale. Il faudra préciser justement quelle est la question qui est visée dans cette révision de la loi électorale, telle qu'ils l'ont dit. Et donc, il y a quand même des questions, mais là où il semble être pertinent, c'est par rapport à la conduite du processus électoral. Parce que j'ai vu, il parle d'un processus électoral chaotique. Regardez aujourd'hui l'enrôlement des électeurs. Je crois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans tout le camp en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs. Il y a plusieurs ratés qui sont enregistrés. Et la CENI elle-même a reconnu qu'ils vont procéder à un nettoyage pour enlever on a vu des images des adolescents, hein, des enfants qui se faisaient enrôler dans l'espace Kasaï. Mais ici, chez nous, par exemple, quand vous êtes dans le là-bas, aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui sans carte d'électeur. Malheureusement, les opérations se clôturent. Qu'en est-il de ceux qui étaient malades dans les hôpitaux? Est-ce que vous avez vu la CENI s'organiser pour aller vers ces gens-là? Ce sont des Congolais, ils ne savaient pas se déplacer. Ils se sont retrouvés bloqués à l'hôpital et même dans des prisons pour ceux qui ne sont pas encore condamnés. Est-ce qu'on l'a fait? Voilà pourquoi il faut que le processus soit inclusif.
Parce que la beauté, au fait, d'une élection, c'est quand tous les acteurs sont conscients que l'arbitre va correctement faire son travail et permettre une bonne expression démocratique. Parce qu'il ne faut pas toujours, comme je l'ai dit, planter les décors de contestation des élections bien avant. Vous le savez, une élection sert à désigner ou à offrir à la République des animateurs dans lesquels se reconnaît la population. Et les élections ne sont pas une finalité. Merci, Monsieur Léo, je suis en train de citer. Oui. Vous allez remarquer que les élections dans notre pays coûtent énormément cher. Les élections ne développent pas un pays en soi. Non, on organise les élections pour avoir des animateurs. Et donc, ce n'est pas une finalité. Ça ne sert à rien que l'on dépense beaucoup d'argent et puis les politiques vont commencer à se rentrer dedans et nous perdons le temps de penser le développement de notre pays. Voilà, la question qu'on va poser à Gustave Mulongo, c'est plutôt aux participants, qui ont parlé, les personnes, les politiques. On va parler plutôt des leaders qui ont participé à ce conclave. L'absence, par exemple, du docteur Béni Mukwege, est-ce que c'est un handicap pour le groupe qui commence à se dessiner, celui qui vient de Lubumbashi? Je ne pense pas que ça puisse être un handicap parce qu'on ne connaît pas le mobile qui a fait que lui ne puisse pas être avec les autres. Il n'y a que les participants qui connaissent le véritable mobile de son absence. Je crois que le processus étant en cours, peut-être qu'on pourra le voir. Non, mais il a réagi, le docteur Mukwege, il a dit que lui n'est pas un politique, mais qu'il reste ouvert au fait, à entendre. C'est ça. Oui. Donc, le processus étant en cours, pourra peut-être revenir à la raison parce que lui, au départ, n'avait pas été candidat. C'est la population qui vous tienne surtout, qui l'a poussé à ce qu'il puisse aussi être politique, entre guillemets, qu'il puisse aussi compétir jusqu'au niveau de la sommité de l'État. Donc, au départ, je peux me dire qu'il n'avait pas ce goût-là, hein, cette envie de jouer la carte politique. Mais on est en train de le pousser. Mais si il maintient sa position, il voudrait rester neutre et peut-être servir seulement de conseil, entre guillemets, c'est à mieux, mais c'est quand même une position, une personnalité assez respectueuse qui peut faire donner du poids à la coalition. Qu'à cela ne tienne, attendons voir la suite, comment il va pouvoir se comporter. Je voulais aussi rebondir sur... oui, justement, sur la question que vous venez de poser, professeur. Je crois que on a besoin de bonnes élections ou bien on a besoin de courir derrière la date butoir. On a besoin de contestation pour qu'on dise demain ces institutions-là sont illégitimes. Je crois à ce niveau-là, il faut vraiment un consensus de la classe politique pour qu'on offre au peuple congolais de bons résultats, de bons animateurs d'ici le mois de décembre, n'est-ce pas? Parce que depuis, nous sommes au 4e cycle électoral et si vous examinez bien les 3 derniers, il n'y a que des contestations. On n'a que des contestations. Eh bien, j'ai toujours, même la dernière fois quand j'ai été reçu par Mme Gracia, votre collègue, je dis, j'ai l'habitude de revenir sur l'exposé des motifs de notre Constitution, qui stipule très bien que les crises récurrentes que nous avons dans notre pays, les crises politiques, la grande partie est due à des contestations sur les animateurs et la légitimité même des institutions. C'est pour vous dire que oui. Je suis en train de chuter, ou oui. Peut-être de continuer, si vous permettez. Oui, c'est pour vous dire que le gouvernement peut se tenir à cette date butoir pour dire effectivement il faut organiser les élections. C'est plus arriver à la récomposition de la CENI ou de la Cour constitutionnelle, on y va aux élections. Mais quelle sera la position des animateurs de demain? Et est-ce que seront-ils légitimes ou pas? Donc, c'est le perpétuel recommencement. Un cercle vicieux. Gustave Mulongo, en regardant les indicateurs que nous avons de ce rassemblement de ces opposants politiques, est-ce qu'il peut y avoir une candidature commune pour la prochaine présidentielle? Moi, je me dis que la candidature commune ou pas, dans ma réflexion, moi, j'ai toujours misé sur les élections législatives. Parce que le président de la République peut être celui qui est au pouvoir, il peut avoir son second mandat. Mais si, admettons qu'au niveau de l'opposition, ils ont la majorité parlementaire, je crois que ça va nous reconduire encore à ce que nous venions de connaître il n'y a pas si longtemps, la coalition entre FCC et CACH, n'est-ce pas? Donc le président de la République
qui était là, il a estimé qu'il n'avait pas le véritable levier du pouvoir. Il a dû manœuvrer en pleine législature pour s'arroger cette majorité qu'il a aujourd'hui. Pour vous dire que la sommité de l'État, la présidence de la République, c'est une chose, mais je crois que les véritables enjeux, d'après mes analyses, il faut peut-être se focaliser sur les législatifs. Même si on n'arrive pas à voir la présidence, si l'opposition peut s'arroger la majorité au niveau du Parlement, eh bien, vous verrez que le président de la République, même si c'est celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il ne sera pas à l'aise. D'accord. Dans une minute, Augustin Chambouy, quelle chance vous donnez aux opposants? Est-ce que vous avez une chance à leur donner? Quelle chance vous leur donnez justement pour avoir une candidature commune? L'histoire nous démontre bien. D'abord, 3 parmi eux, nous étions avec eux à Genève. Nous connaissons les aventures que nous avions connues à Genève. Donc il y a de l'hypocrisie entre elles. Pour la question de la candidature commune de l'opposition, vraiment il faut écarter ça. L'opposition ira à ordre dispersé comme d'habitude. Surtout on sait que Mouzito, lui... Vous l'avez suivi sur RFI, où il demande à Moïse Katumbi du fait d'avoir soutenu les institutions entre guillemets illégitimes, d'être conséquent sur le traitement, le déroulement du dossier, de projet de loi, de la proposition de loi Sirtiani. Donc c'est déjà un langage qui trouve que l'opposition n'est pas cohérente, n'est pas unie. Je pense que dans ce que l'opposition a dit, il y a des choses, nous en tant que mouvement présidentiel, qu'on doit quand même se regarder en face et dire la vérité. Telle que la question d'insécurité, mon cher ami. Regardez comment nos compatriotes de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, la guerre est presque aux portes de Kinshasa. Je vous dis, nous n'en parlons pas. Aujourd'hui, l'autorité de l'État est presque vraiment mise en demeure. Comprenez? Regardez la question de la vie chère que nous traversons. Un sac de farine qui se vend dans plus de $30. Où est le ministre de l'économie? Regardez même la question aussi, entre guillemets, depuis 2018-2019, nous assistons à un soupçon de détournement d'un pillage systématique. C'est là où j'interpelle le président de la République. Il a promis pendant la campagne que non, tu peux être mon ami, mon collègue, si tu détournes, tu seras en prison. En tant que le commandant, en tant que le magistrat suprême, il doit veiller au bon fonctionnement de la justice. Parce que les faits aujourd'hui qu'on le reproche, qu'il est reproché par, qu'aujourd'hui l'opposition aujourd'hui est tentée de dénoncer, s'il ne tire pas attention à la fin de son mandat, c'est lui qui sera responsable. C'est lui qui sera traqué devant la justice. C'est pourquoi nous demandons au président de laisser tout son entourage, tous ses proches qui sont impliqués des preuves de l'aide dans les détournements, que la justice, la vraie justice, nous disons bien, la vraie justice, le vrai état de droit fasse son travail. Merci bien. La même question au professeur Sylvain qui va conclure ce premier thème. Quelle chance vous accordez à ces opposants de présenter une candidature commune? On sait qu'il y a des égos, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont, beaucoup de données qui vont rentrer dans cette décision. En soi, je ne parlerai pas de chance, mais peut-être un appel à la conscience aux acteurs politiques de notre pays. Ça ne sert à rien que nous soyons dans ce que M. Mlongoy a parlé d'éternel recommencement, où vous avez l'égoïsme épinglé par Augustin Chambouy de politique. Hein? Chacun regarde dans sa casserole. Il faut savoir aussi se mettre au-dessus de la mêlée, dire ici, voyons la République démocratique du Congo, et s'ils se mettent ensemble, tant mieux, parce qu'au moins le jeu va être clairement joué avec un nombre raisonnable de candidats présidents de la République. Parce que vous avez le régime en place qui est en train de travailler pour remplir pour le deuxième mandat, ce qui est de leur droit, et l'opposition aussi qui cherche à renverser la machine. Et donc, c'est de bon droit. Hein, les jeux démocratiques. Oui, oui, tout à fait. Ça contribue aux jeux démocratiques, mais il nous faut de véritables enjeux politiques. C'est ce que nous cherchons. Et non la politique enfantine d'égoïsme ou d'égo individuel qui caractérise les opposants. Quand on lui a donné l'argent et demain il change de position, la transhumance sonnant Merci, très fort professeur. à nos oreilles. Et donc, c'est important pour la République démocratique du Congo que l'on avance quand même, que l'on puisse quitter dans ces cycles de contestation qui rendent vraiment désagréables les élections dans notre pays. Soyons comme ailleurs où nous organisons des élections. Voilà pourquoi. Il y a même des pays où c'est le ministère de l'Intérieur qui est la CENI. Tout à fait. Aujourd'hui, on n'a pas confiance même au régime. Voilà pourquoi on ne veut pas que le ministère de l'Intérieur
puisse organiser les élections. Maintenant qu'on a une institution indépendante, bon, entre guillemets, une institution dite indépendante, et cette institution-là est criblée de critiques à tout moment. Voilà qu'ils ont demandé l'audit du fichier, hein, l'audit de l'opération, ce qui n'est pas mauvais. Mais pour citer M. Léo, il y a une question très importante. Quand on parle de l'insécurité, on parle de la vie chère. Il n'existe pas de régime et il n'existe pas d'opposition. Parce que l'opposition sert pratiquement au lanceur d'alerte. Il tire la sonnette d'alarme. Et que le pouvoir est obligé d'être attentif à ce qu'ils disent. Quand vous regardez la question d'insécurité dans le Grand Katanga, aujourd'hui le débat est très houleux sur la tuerie de gens dans des sacs, des jeunes inaffects qui sont tués comme ça. Et il faudra que ces choses-là puissent cesser afin d'espérer être dans la paix et que l'autorité de l'État puisse effectivement être au service de la population. Parce que le pouvoir n'est pouvoir que lorsqu'il est service. Voilà, c'est ce qui va nous amener à notre deuxième thème de ce débat. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu dans plusieurs éditions de nos journaux. On va parler de la visite du président suisse Alain Berset qui visite la République démocratique du Congo depuis ses 13 avril. Cette visite, on sait qu'il est parmi les leaders du monde qui ont le droit de regard dans la marmite de grandes décisions politiques à travers le globe terrestre. Est-ce que, le professeur Sylvain Cantelomba, quand on sait que le président de la République, lors de la conférence conjointe de presse qu'il a eue avec le président Alain Berset, il a réaffirmé sa position de ne pas dialoguer avec les rebelles, avec les terroristes même. C'est ça le concept du M23. Est-ce que, comment vous trouvez, à votre niveau, dans votre appréciation, cette position du président de la République? En soi, la lecture de la situation sécuritaire dans notre pays démontre que la question de l'Est est très complexe. Et donc, ne pas négocier, c'est une bonne chose, mais de ce moment-là, nous devons avoir une solution de remplacement. Donc, oui, il faut une autre alternative. Il nous faut une autre solution. Lorsque nous disons que nous ne négocions pas, qu'est-ce que nous faisons? Mais ce qui se passe sur terrain est inquiétant, d'autant plus que nous refusons de négocier avec eux. Mais ces gens, quand ils se retirent, ils laissent les territoires qu'ils occupaient dans les mains des forces étrangères. Et alors qu'il revient aux forces armées de notre pays d'assumer l'intégrité de notre territoire. Qu'est-ce qui se passe-t-il à ce niveau-là? C'est là peut-être qu'il faut poser des questions, mais effectivement, quand vous regardez l'option de brassage, elle nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. C'est ce que condamne le président. Oui, justement, le président peut avoir pris une bonne option, mais il faut que l'on sache quelle est la solution de rechange. Qu'est-ce qui sera fait? Parce que ce qui se passe sur le terrain inquiète justement le fait de laisser un territoire congolais quand à la force étrangère. Les assaillants les libèrent, on les laisse aux forces étrangères. Or, les forces étrangères, comme vous le connaissez, moi j'ai toujours parlé de l'hypocrisie de la communauté internationale. Ces gens-là viennent toujours avec des agendas cachés. On va vous redonner la parole. Vous savez le voir quand ils arrivent, mais quand ils vont repartir, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vont prendre et qu'est-ce qu'ils vont nous laisser. Voilà, Gustave Molongoy, on sait que le chef de l'État a donné de précision. Il a dit que les terroristes vont être cantonnés près de la ville de Kindu, dans la province du Maniema. C'est que déjà ne veut pas la société civile de cette province. Comment vous trouvez la position du président de la République? Est-ce de la fermeté? Le président est-il ferme sur cette question? Ou plutôt c'est une sorte d'opinion à traiter, une sorte de... on va parler même de têtutesse dans la gestion de cette question? Comme l'a dit le professeur, c'est une question assez très complexe. Et la position du président de la République, elle est ferme, elle est stricte, mais je pense qu'il aurait pu peut-être être plus ou moins flexible. Parce que quand vous voyez la position de la communauté internationale, vous voyez la position des pays de l'EAC qui sont venus à notre rescousse, tout le monde voudrait qu'il y ait une négociation entre la République et le mouvement M23. Et le M23 est dans une position telle qu'elle nous oblige nous négocier avec lui. Il s'agit d'un mouvement, bien entendu. Oui, alors, à ce moment-là, nous devrions avoir une position, bien une solution de rechange. De l'autre côté, Gustave Molongoy, il y a un garde-fou. Le Parlement ne veut plus qu'il y ait brassage.
de rebelles dans l'armée. On sait qu'ils ont toujours trahi le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire? De ce côté-là, nous sommes tout à fait d'accord avec le parlementaire, donc nos députés. Nous sommes d'accord avec le président de la République parce que c'est le brassage, le mixage qui nous a conduit à tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne. Mais si aujourd'hui ces gens-là devaient déposer les armes, mais est-ce qu'il faut nécessairement qu'on négocie? Pas nécessairement, parce que quand ils sont en train de vider là où ils occupaient, on va finir par les désarmer. Ils vont être désarmés. Et lorsqu'on va les désarmer, ils seront dans une position de faiblesse. Réinsérés dans la société. Non pas question de les insérer, parce qu'il y a déjà une loi qui interdit ce brassage-là. Non, pas dans l'armée, mais plutôt dans la société. Voilà, dans la société, tout à fait d'accord. Mais qui est congolais et qui ne l'est pas? C'est à ce moment-là que vont se jouer toutes les cartes. C'est-à-dire, on va faire le tri. Les Rwandais vont rentrer chez eux parce qu'ils sont dans les mouvements M23. Il y a les Ougandais qui sont là-dedans. Et pourquoi pas les Somaliens? Donc c'est un mélange de tout. Alors on va faire le tri, les Congolais vont rester chez eux, ils vont revenir à la vie normale, à la vie civile, et les étrangers vont pouvoir aller chez eux. Merci. Donc si le président de la République est refusé aujourd'hui, même si je dis qu'il pouvait être plus ou moins flexible, mais c'est peut-être en tenant compte du processus qui va arriver à neutraliser ces rebelles qui n'auront plus la force offensive, et à ce moment-là, ils seront neutralisés et ils seront peut-être évacués. Les étrangers vont aller chez eux et les Congolais vont être insérés dans la vie civile. Okay, donc je crois que le président de la République, quelque part, ce qu'il dit, il a confiance. Il a pesé le pour et le contre. Il a pesé le pour et le contre parce que ces gens-là ne finiront pas, ils ne seront pas cantonnés tout en étant armés. Ils seront désarmés. Et à ce moment-là, ils seront dans une position de faiblesse. Et à ce moment-là, ils ne vont plus négocier. C'est la République qui va gagner. Oui, Augustin Chambouil. Je pense que nous assistons, comme l'a bien dit le prof, à une hypocrisie au sein de la communauté internationale. C'est bien beau, toutes ces visites, ce sont les bienvenus, c'est une bonne chose. En dehors des personnalités que vous avez citées là-bas, il y a aussi le secrétaire d'État américain qui était des passages ici. Anthony Blinken. Oui, il y a eu aussi le président turc qui était ici. Mais la communauté internationale, l'ONU, par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres, il avait prouvé à la face du monde l'incapacité de la MONUSCO de faire face à la guerre avec le M23. Or, nous savons bien que la seule mission onusienne au monde la plus chère, c'est celle que nous avons ici à la République démocratique du Congo. Est-ce que le gouvernement congolais peut-il avoir le courage un peu d'abord de revoir, d'amorcer déjà, d'enclencher le processus pour le départ de cette MONUSCO? Parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont dans notre pays. Nos compatriotes de l'Est sont tués, sont égorgés, sont violés, mais elles sont dans les vols de cobalt, coltan et consorts. Il y a aussi la question des rapports mapping. Le tribunal international pour la RDC. Mais ce sont les Bazungo qui bloquent la mise en place de ce tribunal pour juger ceux qui sont sur ces rapports mapping. Aujourd'hui, cette guerre de l'Est, c'est une guerre qui nous est imposée injustement par ce même Bazungo qui vient de la République démocratique du Congo. Donc, nous d'abord, je sais que la situation de la République démocratique du Congo, cette situation de l'Est, les solutions ne viendront pas de l'extérieur, les solutions viendront de nous-mêmes. Mais le plus grand... quand on regarde comment il gère la question de l'Ukraine, c'est là où je voulais arriver. En Ukraine, on envoie des chars. En Ukraine, on envoie l'OTAN. Mais ici, on vient avec les aides humanitaires. Oui. Ici, on vient avec les visites, comme je vais visiter les déplacés de Kiev. Mais ça, c'est blagué avec nous. Nous sommes membres de l'ONU, mais nous ne sommes pas là. C'est là où on nous demande au gouvernement, notamment au président de la République, de s'assumer. Il est grand temps de voir aussi clair. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest. S'assumer, c'est aussi refuser le dialogue. Les amis, je ne sais même pas achever chez l'ami. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest avec les forces Wagner. Pourquoi ne pas aussi vraiment solliciter cette mer tout en gardant des relations avec nos partenaires traditionnels, mais faire aussi vraiment recours à la Russie avec ces forces Wagner, parce que les Congolais aujourd'hui, nous sommes en insécurité, nous ne savons pas quand est-ce que tout peut arriver. Donc, nous, la présence de ce président suisse sur les terres congolaises et aussi cette visite aller de consoler les déplacés de guerre, ce n'est pas de la première fois. Nous c'est déjà vu, mais ce qui est plus important, le gouvernement congolais doit aussi communiquer par rapport à cette affaire des EAC. Ça inquiète l'opinion publique. Comment expliquer
le M23 qui cède les territoires occupés et le SAC qui prennent possession, mais on interdit nos forces armées sécuritaires de ne plus pénétrer leur territoire national où ils sont censés de nous sécuriser. Donc le gouvernement doit expliquer c'est quoi d'abord les accords sur l'EAC, c'est quoi d'abord ce qui nous préoccupe. Donc le plus important ici, nous savons bien qu'il est plus grand quand le Congolais retrouve la paix. On en a vraiment marre. On en a marre et la communauté internationale doit cesser son hypocrisie. Il faut sanctionner tous ceux-là qui sont soupçonnés de près ou de loin, notamment M. Kagame et son régime. Et avec certaines institutions, certaines entreprises multinationales, il faut que la justice soit faite pour que la paix de notre... Si vous voulez, vous avez besoin de nos richesses, venez entrer par la grande porte. Négocions gagnant-gagnant. Pas instrumentaliser certains faibles esprits parmi nous pour nous tuer nos compatriotes, pour piller et consort. Là, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Le monsieur qui est venu, et s'il est vraiment au service de la République du Congo, s'il est venu vraiment pour nous aider, il doit porter la voix de la RDC haute dans les institutions internationales, dans les institutions... La Suisse va présider en mai prochain le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas la première fois. La France, c'est la France qui préside maintenant. Mais quel résultat que nous avons? La levée de l'embargo. Non, la levée de l'embargo, mon frère, c'est de la politique. Et de l'échange politique là-dessus. On ne veut pas entrer là-dessus. Merci bien, professeur Sylvain Kantolomba. Vivement la fin du M23. Comme vous le savez, j'ai aimé l'articulation de Guy Chambouilly, parce que si vous voulez qu'on nous respecte, c'est que nous devons apprendre à nous respecter nous-mêmes. Quel type de politique nous menons à l'intérieur? Si sur des questions aussi très importantes comme des questions sécuritaires, nous sommes divisés et nous ne savons pas dégager clairement ce que nous voulons, une ligne claire. Parce que la solution, nous ne pouvons pas l'attendre de l'extérieur. La solution, nous devons la sortir à l'intérieur de notre pays. Et donc, nous devons cerner, scruter correctement cette question et savoir quel est le problème. Nous ne pouvons pas chercher des solutions à un problème que nous avons du mal à cerner. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en difficulté et à chaque fois nous dépendons des organismes internationaux qui viennent nous imposer chez nous. Vous imaginez l'inquiétude que nous avons. On laisse un territoire et ce sont les étrangers qui viennent l'occuper. On interdit aux forces loyalistes d'y mettre le pied. De quel droit? Mais voilà, ce territoire nous appartient-il ou pas? Donc c'est une question que tout citoyen doit se poser. Et c'est ici où nous devons tous être mobilisés derrière le président de la République, comme le commandant suprême, pour dire cherchons des solutions. Nous ne sommes pas incapables de chercher des solutions aux problèmes de l'Est de notre pays. Nous sommes capables. Mais nous sommes également à l'ère du chambardement au niveau international. Et pourquoi ne pas penser à d'autres partenaires? Parce que les partenaires que nous avons... Vous voulez parler de la Russie, par exemple? Mais par exemple, nous pouvons tenter, au nom de notre souveraineté, nous pouvons choisir quel partenaire choisir pour venir nous aider à mettre fin à cette situation. Merci. Je crois qu'il faut envisager un autre partenariat et repenser celui que nous avons actuellement qui a montré ses limites. Voilà, il faut, Gustave Molongo, il faut aussi envisager un autre partenariat. Tout à fait, mais je crois qu'il y a d'abord les problèmes qui sont beaucoup plus urgents maintenant. C'est celui de définir les statuts que les M23 est en train de céder. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans un état de siège de ces côtés-là, mais cet état de siège couvre quoi? Parce qu'on est en train de perdre une partie de notre souveraineté. Je crois qu'il est beaucoup plus urgent que le président de la République puisse s'atteler sur cette question-là, qu'on arrive d'abord à recouvrir la souveraineté totale de notre territoire à ce niveau-là. Et le reste viendra de soi. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau-là. Voilà, c'est tout ce que... En conclusion, Augustin Chambouilly, 30 secondes. Je pense que... Nous avons encore des minutes, une minute, 30, c'est beaucoup. Il n'y a pas de problème, cher ami. Je vous dis qu'on ne peut pas... Cette situation de guerre de l'Est, c'est une situation qui demande que la justice. Que la justice indépendante nous aide. Honorable Mbosso a dit qu'il a des listes des élus qui sont en complicité avec les groupes armés. Mais comment le pêcheur... N'est-il pas vraiment inviter M. Mbosso pour coopérer avec la justice, mettre à disposition de la justice ses compatriotes de l'Est qui sont en complicité avec les groupes armés. Donc, il est beau, c'est bien beau de prêcher l'état des droits, mais nous devons rester vraiment pragmatiques, nous devons vraiment vivre cela du Congrès. C'est vrai, comme le président l'a dit, vous, chers amis, chers compatriotes de M23, si vous êtes réellement les Congolais,
déposer les armes, rentrer dans votre vie civile, comme l'a dit le garant de bon fonctionnement de l'institution président de la République. Merci, chers invités. Professeur Sylvain Kantolomba, docteur en sociocritique. Merci, Monsieur Gustave Molongoy, analyste indépendant de questions politiques. Merci aussi au porte-parole adjoint de l'UDPS en province, Monsieur Augustin Chambouilly. Chers auditeurs, merci de rester fidèles au programme de votre chaîne.